Et si on se mettait à traiter l'enseignement, eh bien, avec la même rigueur que la médecine? C'est une question qui peut paraître un peu folle, mais c'est pourtant la proposition très sérieuse du Conseil scientifique de l'éducation nationale en France. L'idée, c'est de dire, face à la crise de l'école, si on arrêtait de se baser sur des opinions et qu'on se fondait plutôt sur des preuves scientifiques. Alors, qu'est-ce que ça implique vraiment? On va décortiquer tout ça. Bon, il faut dire que cette idée, elle ne sort pas de nulle part, hein. C'est vraiment une réponse directe à une série de véritables chocs qui ont secoué le système éducatif français. Et ça a créé un vrai sentiment d'urgence. Et le premier choc, il a été vraiment brutal. C'est l'enquête internationale Teams de 2019. Le verdict, les élèves français de CM1, derniers. Derniers de toute l'Europe en mathématiques. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est un résultat qui a vraiment fait l'effet d'un électrochoc. Ça a mis en lumière des failles très très profondes. Et le truc, c'est que ce n'était pas juste un seul problème. Non, c'était vraiment la tempête parfaite. D'un côté, la pandémie, qui a creusé les inégalités de façon dramatique. Ensuite, les résultats en maths qui ont continué de s'effondrer. Et puis, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, qui a été un choc terrible, une remise en question directe des valeurs de l'école. Bref, face à tout ça, il fallait vraiment trouver une nouvelle manière de penser. Alors, la question c'est, comment on répond à une crise pareille? Eh bien, la solution qui est mise sur la table, elle s'inspire d'une analogie assez puissante. On va arriver voir du côté d'un autre domaine qui, lui, a déjà fait sa révolution, la médecine. Et là, le parallèle est assez frappant. Pendant des siècles, la médecine, c'était quoi? C'était l'intuition, la tradition, l'autorité du grand professeur. De l'autre côté, l'éducation aujourd'hui, eh bien, elle est souvent coincée dans des débats d'opinion, des guerres de chapelle. L'idée, c'est donc de proposer à l'école de faire exactement la même transition que la médecine. Passer de l'idéologie à la preuve, de l'intuition à la donnée. Cette citation, elle résume tout. En gros, elle nous dit que la bonne volonté, l'envie de bien faire, ça ne suffit pas. C'est même dangereux. Sans une méthode rigoureuse pour vérifier ce qui marche vraiment, on prend le risque de continuer à appliquer des sortes de saignées pédagogiques, c'est-à-dire des pratiques qui sont en fait inefficaces, voire parfois néfastes, tout en étant absolument persuadés de faire le bien. Alors, le concept qui permet de faire ce lien, c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle. C'est un peu un mot barbare, mais l'idée est simple. Il s'agit de construire un pont vraiment solide, entre le monde de la recherche, le labo si on veut, et la salle de classe. Attention, le but n'est pas du tout d'imposer des théories d'en haut, c'est plutôt de créer une boucle vertueuse. On part d'une idée, on la teste en conditions réelles, on mesure son impact, on l'améliore, et surtout, on partage ce qui a prouvé son efficacité. Ok, mais concrètement, comment on fait pour tester une méthode pédagogique de façon vraiment rigoureuse? Eh bien pour ça, la science a une méthode de référence. On appelle ça le gold standard. Ce fameux gold standard, c'est l'essai contrôlé randomisé, ou SCR. Le nom peut faire un peu peur, mais le principe est en fait assez simple. Étape 1, on part d'une question très précise, du genre « Est-ce que cette nouvelle méthode de lecture X est plus efficace que l'ancienne ?» Étape 2, on prend un grand groupe d'élèves et on les répartit au hasard, par tirage au sort, en 2 groupes. C'est l'étape de la randomisation. Étape 3, le premier groupe teste la nouvelle méthode X, pendant que l'autre groupe, le groupe témoin, continue avec la méthode habituelle. Et enfin, étape 4, à la fin, on mesure et on compare les progrès des 2 groupes de manière objective. C'est vraiment la méthode la plus fiable qu'on ait pour savoir si une intervention a un impact réel. Et là, le mot le plus important de toute l'histoire, c'est la randomisation, ce tirage au sort. Pourquoi c'est si crucial? Parce que ça garantit que les 2 groupes sont, en moyenne, identiques au départ. Du coup, si à la fin de l'expérience, le groupe qui a testé la nouvelle méthode progresse beaucoup plus, on peut être quasi certain que c'est grâce à la méthode. Et pas à cause d'un autre facteur caché. C'est ça qui permet de passer d'une simple corrélation à une vraie preuve de cause à effet. Allez, on avance vers une autre idée super importante. C'est que toutes les preuves, en fait, ne se valent pas. Est-ce que toutes les preuves se valent? La réponse, on s'en doute, est un grand non. Dans le monde scientifique, il y a une hiérarchie très claire. On pourrait dire une sorte de classement de la fiabilité des preuves. Et pour visualiser cette hiérarchie, on utilise souvent l'image de la pyramide de la preuve. C'est un modèle tout simple pour classer la qualité des études scientifiques. La règle est simple, plus on monte dans les étages de la pyramide, plus la preuve est considérée comme solide et moins il y a de risque de se tromper à cause d'un biais. Alors, regardons cette pyramide. Tout en bas, à la base, on a quoi? Les témoignages, les anecdotes. Moi, dans ma classe, ça marche super bien. C'est un point de départ, mais c'est très subjectif. Un peu plus haut, on trouve les études observationnelles, celles qui montrent des corrélations, mais attention, pas de lien de cause à effet.
Encore au-dessus, on monte en rigueur et on trouve nos fameux essais contrôlés randomisés. Et puis tout en haut, le Graal, le sommet de la preuve, ce sont les méta-analyses. Là, on prend plusieurs essais randomisés sur le même sujet, on les combine et ça nous donne la vision la plus fiable, la plus robuste possible. Évidemment, toute cette approche, ça soulève une question. Et pas n'importe laquelle, une question éthique. C'est même l'objection qu'on entend le plus souvent. La critique, elle est directe. Est-ce qu'on est en train de traiter les élèves comme des cobayes ? C'est vrai que le mot expérimentation appliqué à des enfants, ça peut choquer, ça peut faire peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que les défenseurs de cette approche proposent de retourner complètement la question. Ils demandent, mais est-ce que le vrai problème éthique, ce ne serait pas plutôt de ne pas utiliser les meilleurs outils qu'on a pour savoir ce qui marche ? Est-ce que ce n'est pas contraire à l'éthique de continuer à appliquer des méthodes dont on n'a jamais prouvé l'efficacité et de faire prendre ce risque à des générations entières d'élèves ? En fait, l'argument de fond, c'est de dire que les enseignants, ils expérimentent déjà tous les jours. Chaque fois qu'un prof essaye un nouvel exercice, une nouvelle façon d'expliquer, c'est une petite expérimentation. Le problème, c'est que c'est informel et que les leçons qu'on en tire restent souvent personnelles. L'approche scientifique, elle, ne ferait que structurer ce processus pour en tirer des conclusions fiables, solides et surtout qu'on peut partager pour que ça profite à tout le monde. Bon, on arrive à la fin. Finalement, quel est le but de toute cette démarche ? Où est-ce qu'on veut en venir avec tout ça ? L'objectif, au fond, c'est de réussir à dépassionner les débats sur l'école, de sortir des oppositions un peu stériles, des guerres idéologiques entre différentes chapelles pédagogiques. L'idée, ce serait de pouvoir s'appuyer sur des données objectives, des faits, pour décider ensemble de la meilleure voie à suivre. Et là, on boucle la boucle. Parce qu'une approche comme celle-ci, basée sur la preuve, elle permettrait quoi ? Eh bien, d'identifier enfin les méthodes les plus efficaces pour faire remonter le niveau général, notamment en maths. Elle offrirait des pistes concrètes pour réduire les inégalités. Et enfin, elle donnerait aux enseignants des outils dont l'efficacité a été démontrée et pas seulement supposée. C'est quand même un changement de perspective énorme. Voilà la question finale que ça nous pose. Et si l'avenir de nos enfants était décidé non plus par des polémiques sans fin, mais par la preuve ? Il faut juste imaginer un instant un monde où les grands choix qui façonnent leur éducation ne seraient plus le fruit de l'opinion ou de l'idéologie, mais le résultat d'une recherche collective, rigoureuse, pour trouver ce qui fonctionne vraiment.